pouvez vous présenter? Oui. Je suis docteur Michel Chaba. Je suis le médecin directeur de l'hôpital général de France et de Guinée. Vous avez un peu aussi de votre voix? Ok. Je suis docteur Michel Chaba, le médecin directeur de l'hôpital général de France et de Guinée. Comment se porte l'hôpital général de référence de Guinée? Nous pouvons dire nous allons bien. Nous existons. Le conseil révélé ce matin. Vous existez, mais dans quelles conditions vous existez? Ok, nous sommes dans les conditions comme vous le connaissez, comme toute l'autorité de ce pays. Nous sommes là en main de l'OMS de grève. Tous les médecins sont en grève. Je suis resté comme responsable des infirmiers. Depuis quand sont-ils en grève? Aujourd'hui, c'est depuis le 14 que la grève a été déclenchée. Et tous les médecins observent les grèves en attendant pour parler au niveau national. Et quel est le motif de la grève? Ah bon, vous savez, en août 2021, les personnels soignants, bien entendu les médecins étaient en grève. Il y a eu des pourparlers entre les bas syndicalistes et les bas syndicats et le bas gouvernement. Et ils se sont promis de répondre à certaines revendications des médecins. Et nous appelons l'accord de Dubois. Il s'est fait que pendant la réévaluation pour voir comment ces recommandations devraient être respectées, selon les rapports que nous avons, le bas syndical le gouvernement n'ont pas pu répondre aux recommandations des médecins. Et cela fait qu'après des états dédiés qu'il y a eu, et puis des états-majors dans différentes provinces, il s'avérait qu'il fallait que les médecins, selon la décision de l'éducation, allaient en grève. Et nous, comme nous ne pouvons pas aller en grève, c'est pourquoi nous sommes là, comme responsables, en train de gérer les urgences. Et quelles sont ces revendications dont les bancs syndicales a signé des accords avec les bancs gouvernementaux à Bibois? Les recommandations sont plus dans le sens de l'augmentation de la paie. Et puis, il y a certains publics tels que les transports, les soins des médecins, qu'on revendiquait pour que le gouvernement puisse trouver solution à ces problèmes-là. Et puis, il y avait un problème de grade. Les médecins doivent monter en grade, mais ça prend du temps de grade. Donc, toutes ces revendications ont fait qu'aujourd'hui, certains en termes de grade ont été réalisés peut-être à 20%, mais les autres sont restés sans changement. C'est quoi les médecins sont? Alors déjà, nous avons appris ici qu'il n'y a pas de spécialistes. Alors si les médecins généralistes partent en grève, vous ne pensez pas que la population ou les malades sont aussi exposés que ça? Ça, c'est vraiment possible. Et ça, ce n'est pas moi, étant que médecin, qui peut évaluer ça. Je crois que c'est la population à évaluer pour dire qu'est-ce qu'ils constatent maintenant, quand il y a les médecins, quand il n'y a pas de médecins. Ça, je peux déjà vous confirmer que nous, ici, la fréquentation a diminué parce que les médecins ne viennent pas. Et maintenant, la population, je ne sais pas, il se fait à quel sens. Si vous étiez arrivé avant, vous allez voir, le panel ici c'est plein. La consultation, les groupes de consultation, c'est plein. Mais depuis que les gens ont compris que les médecins sont en grève, ils réagissent, des gens qui sentent qu'ils doivent arriver à l'hôpital. Nous ne savons pas, ils s'en vont où. Et ils prennent quelle qualité de soins, quel type de soins, avec qui. Ça, c'est un problème qu'on va vite. Depuis que la grève a été déclenchée, vous avez dit le 14 juillet, c'est ça? Oui. Est-ce qu'une autorité provinciale est intervenue pour essayer de discuter avec le médecin? Quelles sont les avancées? Bon, l'autorité provinciale, ça je ne sais pas, parce que les médecins, nous sommes réunis autour de notre syndicat pour essayer de voir comment nous pouvons procéder. Mais peut-être c'est une question à poser au niveau des syndicalistes, parce que ce sont eux qui ont déclenché la grève, qui nous ont demandé, nous, comme leurs syndiqués, d'aller en grève. Là, ça a été de voir est-ce que les autorités les ont contactés autour de ça. Ils ont évalué quelque chose comme ça. Sinon, moi, en tant que syndiqué, il y a une nouvelle dans le sens de négociation entre les autorités provinciales et
Combien de médecins compte l'hôpital général de Guémena? Actuellement, l'hôpital a 50 médecins. 50 médecins. Tous généralistes. Pourquoi il n'y a pas de spécialistes? Mais la spécialité, c'est un problème de moyens. Qui doit envoyer qui étudier? Dans d'autres pays, nous constatons qu'il y a des bourses octroyées soit par le gouvernement ou bien chez certains partenaires. Et les gens aussi qui ont leurs propres moyens, ils peuvent s'arranger pour aller étudier. Maintenant, il y a des gens qui plairent pour avoir la prime, pour avoir un salaire, pour avoir quelque chose pour les transports. Il y en a. Vous voyez, vraiment, ces médecins-là peuvent prendre son propre argent et aller chercher à faire une spécialisation de 5 ans qui coûterait peut-être plus qu'il a utilisé pendant qu'il n'était pas encore médecin généraliste. Donc le problème, c'est qu'il y a assez de problèmes. S'il y a des partenaires, si le gouvernement s'engage à dire qu'il y a des bourses de type pour les médecins qui veulent aller faire la spécialisation, je crois encore que nous avons des compétences. Donc, je peux déjà vous dire qu'il y a certaines choses, certains actes que nous posons ici. Mais ce n'est pas des actes à l'auteur des généralistes, c'est des actes de fois à l'auteur des spécialistes. Mais faute de mieux, nous nous contentons de ça. Mais les conséquences, est-ce que vous pensez également aux conséquences qui peuvent découler de ce que vous faites qui ne sont pas de vos fonctions, de vos responsabilités? Les conséquences, quand on nous appelle généralistes, c'est comme ça nous touche à tout. Et quand nous le faisons avec conscience. Je donne un exemple. Quelqu'un qui fait un accident, qui connaît une fracture. Pendant ma formation, j'ai eu le cours de chirurgie. Vous comprenez? Si j'ai les matériels, pour que je me mette en train de faire une amputation, ça peut être un acte de généraliste. Si je connais, j'ai été formé, je l'ai fait. Tous les actes que nous posons ici qui peuvent être à caractère pour un spécialiste, nous réussissons. Vous réussissez parce que vous avez la maîtrise, parce que si, en tout cas on doit être clair, si c'était suffisant d'être généraliste, c'est qu'il n'y aurait pas eu des spécialistes. Suffisance ou pas, c'est comme je vous dis, suffisant c'est les devenir. Là vous pouvez dire que non, on est suffisant parce qu'on a dit. Mais si l'opportunité ne s'est pas, pensez-vous vraiment laisser les malades ici d'abord pour arriver à qui il faut payer. Il faut débourser beaucoup de moyens. Il faut avoir un avion. Il nous arrive des fois ici, nous faisons 2 mois, 3 mois, il n'y a pas d'avion. Et quand il y a même d'avion, des fois les gens se précipitent pour payer les billets. Alors, un malade chez qui vous pouvez trouver des gens, vous pouvez vous débrouiller, peut-être trouver des solutions. Nous nous mettons, nous nous réunissons en staff médical, nous voyons ce que nous pouvons faire. Nous nous mettons si nous faisons le travail. On n'a qu'un seul corps, monsieur le médecin chef des zones, directeur, médecin directeur. Nous avons qu'un seul corps. Vous savez, ça, on peut appeler ça de la débrouillardise. Essayer de faire avec le moyen de bord, avec les gens qui sont là. Mais si jamais les cas, ça s'aggravait en retournant, comment vous allez faire? Voilà. Je ne m'oppose pas aux spécialistes. Oui, nous savons. Voilà, je ne m'oppose pas aux spécialistes, mais je dis, si on avait des spécialistes, c'est bien. Mais comme ils ne sont pas là. Comme ils ne sont pas là. Je donne un exemple. Quand vous êtes une dame, vous êtes à la maison, il y a des enfants qui pleurent, ok? Le goût des enfants, peut-être, c'est de prendre, je donne un exemple, de prendre du foufou. Mais vous avez quelque part un peu de quaquet. Vous allez dire, comme l'enfant pleure pour les foufous, il ne peut pas prendre du quaquet. Même si ce n'est pas la même chose. L'exemple. L'exemple n'a pas d'effet comme c'est le cas avec la santé. Mais bon, bref, on évolue. Merci quand même pour les sacrifices surtout que vous faites pour sauver les vies. Ce n'est pas facile et nous espérons que grâce à ces vidéos, ces émissions, tout ça, les autorités compétentes vont devoir songer à comment octroyer si possible des bourses aux gens qui sont prêts à aller faire des spécialisations. Nous voulons savoir l'historique de la clinique qui est juste de l'autre côté de là où vous gérez. Est-ce que déjà la clinique revient dans vos attributions? Bon, donner l'historique de la clinique en général, non, c'est l'historique des bandes de l'hôpital. Vous comprenez? Parce que c'est l'hôpital. La clinique en soi, c'est un pavillon de l'hôpital. Ce n'est pas construit dans l'esprit que non, il y aura une gestion autonome à ce niveau. C'était un pavillon de l'hôpital, signifie là il y avait des chambres VIP où on bougeait. Mais il est arrivé à un certain temps, je n'ai pas vraiment trop de précision qui a décidé. Et il était décidé que ce pavillon puisse être transformé en une société sanitaire autonome à part de l'hôpital. Et ça a été géré à un certain temps. Il est devenu ce qu'il était.
Maintenant, là, aujourd'hui, il y a le projet PDCS qui est en train de les réhabiliter comme pavillon de l'hôpital. Parce qu'après tout ce qu'il y a eu là-bas, tous les agents qui étaient là ont été déversés à l'hôpital. Et comment ils se sont intégrés? Ils avaient déjà des salaires, ils avaient des numéros de matricule ou comment ça s'est passé? Mais c'était des gens de l'hôpital, des agents de l'hôpital qui étaient détachés pour la vie. Qui étaient payés à l'hôpital? Qui étaient payés sur les comptes de l'hôpital, mais travaillaient là. Et quand il y a eu ce qu'il y a eu, ils étaient obligés de revenir. Ils sont revenus. Et maintenant, nous attendons que ça soit réhabilité. Pourquoi la dernière décision ne viendra pas en médecin directeur? Si ça va continuer avec la scène statique, ou bien ça sera. On va respecter l'esprit des pavillons de l'hôpital. Donc, c'est tout ce que je peux dire par rapport. C'est quoi PDCS? On entend parler de ça partout. PDCS, c'est un projet de développement du système de santé. Il réhabilite. Les projets appartiennent à qui? C'est un projet de fonds mondial. Okay. Il subsidie les structures sanitaires dont lui a choisi dans différentes provinces. Ces filles donnent quelque chose pour les paiements des agences, les filles primes. Il y a quelque chose pour payer les médicaments, les investissements et tout ça. Et puis même maintenant, il s'est lancé dans des constructions. Il construit. Donc c'est un projet qui est qui travaillent dans le PDCS? Ce sont des agents de l'hôpital ou non, ce sont des agents? C'est une structure à part. Okay. Ici, ils viennent qu'à l'appui. En appuyant l'hôpital, comment ça fonctionne, ces partenariats entre le PDCS et l'hôpital? Ok, nous, PDCS paye des prestations. Parce que nous fonctionnons comme hôpital. On nous a demandé de mettre ou d'installer une tarification forfaitaire. Nous sommes en train de vibrer vers la propriété santé universelle. J'étais d'abord dans les soins de santé primaire. Nous travaillons tous les 3 mois, après chaque trimestre, PDCS vient nous évaluer. Parce qu'il a mis certaines conditions selon lesquelles nous devons respecter dans le travail que nous faisons. On vient évaluer. Parce que quand ils évaluent, ils donnent quelque chose qui est basé sur la performance par rapport au qualité des soins. Est-ce que comment vous êtes allé par rapport à ce que vous avez maintenant, vous êtes à quel niveau? Maintenant, quand on nous évalue, on regarde, nous avons quelle cotation. C'est à base de ces cotations qu'ils nous donnent des moyens. Ils payent aussi les travailleurs, c'est ça? Oui, ils donnent un les montant. Travailleurs qui sont dans les services. Oui, ils donnent un montant. Dans ce montant, il y a des codes de rémunération. Je donne un exemple, par exemple, quand on paye sur les 100%, il y a les 40% qui est donné pour payer les agents, c'est la prime des agents. Il y a 20% pour l'achat des médicaments, il y a 10% pour le fonctionnement, il y a 10% pour l'investissement, il y a aussi 5% pour les réserves et 5% pour disons, des structures qui dépendent par exemple des conventionnés. Il est prévu un service comme le droit de location des structures qui ne sont pas des structures. Voilà, quand même nous avons l'idée. Alors, qu'est-ce que vous attendez du projet de développement de base à travers les 145 territoires? Parce que dans ces projets, il y a également ce que le chef de l'État appelle santé universelle pour tous. À votre niveau, vous pensez que comment ces projets doivent être réalisés, surtout ici pour les cas spécifiques de l'hôpital général de référence des Guémena? Par rapport à l'hôpital général de référence des Guémena, ça signifie les plans ou les projets, et reste-moi le petit site. Le projet va dépendre de la base. Il dépend de la base, c'est pourquoi ils auront des données de base qui vont leur permettre à la réalisation. Ça va aller des besoins réels des gens. Nous sommes ici, par exemple, nous avons un problème sérieux de capacité d'accueil. Nous sommes dans un hôpital d'abord qui est dans une zone de santé qui a une population de 430 000 habitants. C'est ce qui dans les normes. La zone de santé devait avoir 4 hôpitaux généraux de cette taille.
signifie, nous, comme hôpital général de France de Bénin, et c'est un hôpital qui reçoit en termes de référence cette population. Parce que et les structures privées et nos centres de santé qui sont ici vergent vers nous en cas où il faut faire référer un malade. Et quand ça ne tourne pas là-bas, ils sont obligés d'envoyer la malade ici. Maintenant, avec notre capacité de 123 lits qui consomment une population de 441 331 habitants. Imaginez-vous déjà, nous sommes en problème. Si ces projets doivent tenir compte des réalités de base, nous, ce qu'il nous faut, c'est vraiment la construction d'un hôpital avec ressemblant à celui-ci qui nous permettrait de déployer ou de désengorger l'hôpital général qui a déjà plutôt un problème de capacité d'accueil. Donc ici, vous êtes saturé. Saturé comme vous dites. Nous sommes saturés. Une petite dernière question. Quels sont les cas que vous recevez très souvent ici à l'hôpital? Ici, nous sommes surtout des gens dans le programme. Le cas que nous avons le plus souvent, ce sont les cas des paludisme. Le paludisme avec ses complications, surtout le paludisme avec l'anémie. Chez les enfants, vous n'avez pas d'idée. Et maintenant aussi avec l'arrivée des Chinois, nous avons donné des engins roulant des motos. Nous avons aussi des cas d'accident, des cas d'AVC, des infections et aussi. Vraiment, s'il y a des cas, nous recevons les cas maintenant, nous surtout les cas de paludisme. Et comment vous faites pour parvenir à ne pas délaisser le malade déjà que vous êtes saturé? Quels sont les mécanismes que vous mettez par rapport à la coordination? Moi, ce que nous faisons, c'est que nous avons, par exemple, ici, la zone de santé a 23 aires de santé. Mais à travers la ville, nous avons 11 aires de santé urbaines. Ce que nous faisons, c'est quoi? Nous recevons les malades. Quand nous constatons que nous l'avons maîtrisé, la suite des soins, nous référons aux sites, à nos sites qui sont à côté de nous, à nos centres de santé, tout en tenant aussi compte de l'adresse du malade. Donc, si vous constatez que le malade se trouve dans le centre de santé X et qu'il habite le quartier, ces malades en termes de référence, nous les référons là-bas pour la suite du traitement, bien entendu de temps en temps sur le soin, pour savoir comment il a évolué. Si déjà ici, je vous coupe pas la parole, monsieur le médecin, si déjà ici il y a beaucoup de problèmes liés à la logistique, au personnel, vous pensez qu'en transférant les malades du côté des centres de santé, il y aura des soins appropriés? En quelque sorte, ce n'est pas un transfert. Les soins, nous avons stabilisé. Ce n'est pas un malade qui arrive aujourd'hui qu'on peut envoyer. Par exemple, je donne un exemple. Vous avez des malades qui n'ont plus de traitement injectable. Il reste des traitements en perros. Ce qui ne peut prendre par la voie orale. Vous trouvez que son état, ça va déjà. Vous pouvez lui demander de partir. Mais avec la négligence de certains parents, nous pouvons dire non, les restes des médicaments, l'enfant ira suivre ça dans telle structure de santé qui appartient à l'hôpital. Là-bas, il ne paye plus la facture. Non, il ne paye plus la facture. Okay. Juste la maman va comprendre que il prend les médicaments, il arrive au centre par exemple à 8 h. Si l'heure de donner les médicaments, c'est 8 h, il arrive à 7h30, 7h50, on prend les médicaments dans l'enfant. Et dès qu'on constate, c'est des traitements qui peut prendre les 2 jours pour dire à l'enfant, on a préparé ton dossier qui peut rentrer. Tout ça, c'est pour nous permettre d'avoir des espaces au niveau de lit, afin que nous puissions recevoir. Un dernier message pour clôturer cette interview que vous allez adresser au gouvernement national sur les besoins que vous rencontrez ici et qui doivent être résolus en urgence. Je crois que les Congo, c'est un grand pays. La province aussi de l'Union aussi fait partie du pays. Notre vrai problème, c'est que nous voulons qu'on ait des structures de santé, des soins de qualité, équipés à tous les niveaux. Et surtout pour les problèmes actuels, c'est vraiment la construction d'un hôpital qui est notre grand souci. Pour que ça arrive à désengager l'hôpital qui se retrouve dans un état s'il faut le dire, comment je peux dire, dans un état où les taux des malades ou les taux d'hospitalisation dépassent même la réalité des normes. État de saturation. Qui est à l'état de saturation. L'objectif de vos fonctions. Alors, les difficultés sont nombreuses.
Nous vivons dans un coin où, d'abord, sur le plan administratif, sur le plan infrastructure, nous avons un hôpital qui a daté. Et aujourd'hui, en termes de la démographie, l'hôpital est surpeuplé. Donc nous sommes toujours débordés, ça c'est la première difficulté. Nous sommes débordés en termes de nos malades que nous accueillons chaque jour. On est débordés en termes de la capacité d'accueil de malades. Donc nous avons moins de lits par rapport à la densité de la population. Voilà, c'est d'abord la première difficulté. Et puis s'en suivra les autres, ce sont les matériels de l'hôpital. Donc au fur et à mesure que nous avons un nombre important de malades qui nous arrivent, nous sommes aussi limités par rapport à des matériels, parce qu'aujourd'hui les matériels sont chaque jour renouvelés. Ailleurs, c'est chaque année que les matériels sont renouvelés. Mais maintenant là, nous avons que des anciens matériels que nous utilisons chaque jour. Et qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir les renouveler? Le renouvellement est dû généralement par rapport au fonds. C'est un problème d'argent. Donc lorsque vous êtes débordé en termes de la gestion, en termes de la capacité d'accueil, vous êtes aussi débordé en termes de matériel. Donc ce qui est important, c'est les fonds qui manquent pour que nous puissions réaliser, n'est-ce pas, le rêve de pouvoir renouveler le matériel, tout le matériel nécessaire surtout. Mais au moins nous avons le matériel de base pour permettre, par exemple, d'assister à un accouchement normal, et de pouvoir assister à une césarienne, nous l'avons avec nous. Mais ça nous demande toujours que nous puissions renouveler et que nous puissions avoir des matériels qui sont des matériels de nouvelle génération. Qu'aviez-vous déjà fait pour avoir des moyens qui vous permettent de renouveler vos matériels? Lorsque nous avons des problèmes au niveau de service, nous remontons l'information au niveau des autorités, la gestion de l'hôpital et les autres. Et puis c'est à eux de prendre toutes les dispositions pour pouvoir disponibiliser le matériel en question où nous avons parfois l'urgence ou besoin de pouvoir en disponibiliser. Combien de pavillons compte l'hôpital général de référence de Guémena? L'hôpital général compte généralement les 4 pavillons. Donc, lesquels? La gynéco-obstétrique pour la maternité, il y a le service de la médecine interne, il y a le service de la pédiatrie et il y a aussi les services de la chirurgie. Et en dehors de ça, nous avons des pavillons des urgences, de la dentisterie et tant d'autres, de la diabétique. Vous avez suffisamment de spécialistes ici pour tous les domaines ou il y a aussi un manque dans ces côtés-là? De ce côté-là, c'est un point important. L'hôpital général n'a aucun spécialiste. Tous les médecins sont généralistes. Donc nous n'avons pas sur terrain à l'hôpital général un spécialiste. Nous sommes tous généralistes. Mais pourquoi? Pourquoi? Vous n'avez pas de moyens de payer des spécialistes? L'hôpital n'a pas de moyens ou juste vous préférez? Ça c'est la gestion à ce niveau-là, c'est sur le plan provincial. Ce n'est pas au niveau de l'hôpital. Et c'est peut-être au médecin directeur de pouvoir répondre à cette matière-là. Nous gérons une portion de l'hôpital. C'est ça, c'est l'importance. Mais quand cela ne tienne, quand on est habitué à être dans un service si longtemps que possible, nous acquérons beaucoup plus d'expérience et c'est à cette matière-là que nous évoluons. Si c'était pour travailler, pour acquérir de l'expérience, alors il n'y aurait pas eu de spécialistes, vous voyez. Donc ce qui est vrai, c'est que la science se renouvelle chaque année. Et aussi, la spécialisation, n'est-ce pas, vient par des concours de différentes sources. Il y a des sources où le financement peut provenir du niveau provincial, où on peut encourager le médecin de pouvoir aller étudier, ou encore ça peut provenir du niveau national, où on peut déclencher une bourse d'études pour que le médecin qui sont disponibles puisse aller étudier. Mais c'est ce niveau-là que nous sommes un peu bloqués pour que nous ayons des spécialistes sur terre. Merci messieurs, c'est avec vous que nous allons devoir visiter les pavillons, madame, messieurs, de l'hôpital général de référence de Guémena, chef-lieu de la province du Sud. On continue, vous pouvez nous précéder pour nous aider. Merci. Nous allons vers où là? Le pavillon de la maternité. C'est celui-là. Nous allons accéder d'abord au niveau de l'accueil. Nous allons trouver quelques journées. Sans oublier que nous sommes en période de grève. Donc le médecin, la grève continue ici? Les médecins sont en période de grève, ils sont dans une période de grève, donc ce sont les infirmiers qui sont au service et puis quelques médecins qui sont disponibles pour assurer les services des urgences, comme le médecin chef de service. Donc
Ici, c'est généralement la salle d'accueil. Lorsque les patients arrivent, ce sont des infirmières, des accoucheuses de longue date qui sont là. Vous voyez déjà la maman. Elle vous dira qu'elle a fait une carrière depuis des 40 ans. Maman, on va dire, on s'en va 57 ans. Au-delà de 57 ans, il y a expérience. 57 ans. 57 ans. Il y a mon salaire. Quand on a goûté à Guéménon. Maman, au moins, il m'a campagne la ligne. Le problème, il faut que tu aies un peu de quand les gens vont acheter, ils vont se taper, maman, ils vont se taper. Expérience, tu as partagé dans la vie. Ça peut pas être au bout d'un cas grave, on se souvient pas parce que les gens te voient dans un arbre. C'est pas très bien, ça fait. Yo, ça doit sage-femme, dis-moi. Comment on a dit? Non, Marie-Josée, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Pardon? Il y a quelqu'un dedans? Oui. Il y a une partie? Ouais. Non, mais la poste-question. Donc ici, généralement, ce qui est affiché, c'est l'horaire du service et les disponibilités des autres. Ici, c'est généralement la salle du travail. Lorsque vous recevez une parturiente, c'est ici que nous accueillons nos enseignants. Donc la consultation PCCA, c'est ici. Lorsque le travail est dans sa phase active, c'est ici, dans cette salle que nous accueillons, les différents lits qui sont là, que nous accueillons les malades. Nous avons des tables qui, avec le minimum de médicaments. Est-ce que les conditions sont réunies? Sinon, ce que tu veux. Non. Qu'est-ce qui manque? D'abord, la propriété manque déjà. Voir, ça, c'est un vieux matériel. Hein. L'équipement, les couveuses, ils ne fonctionnent même plus. Ça, c'est quoi, en fait? Les bébés, quand ils naissent, les prématurés. C'est pas plan de couveuses. Réservé pour des prématurés. Mais comme c'est comme couveuses qui ne fonctionnent pas, comme ça. D'autres fonctionnaient, mais à un certain moment, ça a pris un problème panne. Et que faites-vous quand il y a des prématurés qui sont nés ici? Alors, généralement, nous avons des techniques. La technique, nous appliquons beaucoup plus la technique de bébé kangourou. Donc, tout celui qui est du domaine peut savoir ce que nous appelons. Expliquez-nous, nous qui ne sommes pas du domaine. Bon, généralement, c'est que vous avez une parturiente, une dame qui vient d'accoucher, une accouchée qui a son bébé prématuré. Nous utilisons le système de pouvoir porter l'enfant, n'est-ce pas, sur son corps, en l'attachant avec une stoffe. Donc, pour que l'enfant puisse bénéficier, le nouveau-né puisse bénéficier de la chaleur produite par la mère. Et c'est à ce moment-là que nous soignons, en dehors de ça, nous faisons une couverture d'antibiotiques, n'est-ce pas? Nous passons à une alimentation, si c'est possible, si cet enfant-là, si le nouveau-né entre les glutiers normalement, nous passons à tous ces éléments-là, jusqu'à ce que l'enfant puisse sortir, le nouveau-né puisse sortir, n'est-ce pas, de la maternité en accueillant l'autonomie, généralement l'autonomie de pouvoir se nourrir le soir, téter, tous les autres éléments. Donc à ce niveau-là, dès que nous arrivons à le faire sortir de son état critique, il prend l'autonomie, il peut continuer, n'est-ce pas, auprès de sa maman, et le suivi peut être continué jusqu'à ce qu'il quitte l'hôpital. Voilà. Donc tout le monde de partout, de quelques kilomètres, qui viennent accoucher, qui accouchent ici. Oui, c'est la salle d'accouchement. Merci. De l'autre côté, c'est la douche. La douche est de l'autre côté. Nous avons notre latrine et nous avons la douche. Ça, c'est beaucoup plus pour le personnel. J'espère probablement que c'est fermé. Vous avez envie qu'on puisse entrer, accéder? Non. Donc, les deux portes là. Ici, c'est un dépôt, mais les deux portes. Ici, c'est le bureau du médecin chef de service. C'est vous, hein? Si. Le bureau abrite aussi quelques nombreux documents
de l'hôpital, telles que les fiches de malade, les anciennes fiches de malade, et tous les autres. Voilà, nous conservons. Donc, comme le bureau n'est pas seul au médecin chef de service, donc tous les autres médecins qui viennent, qui sont de service, n'est-ce pas, c'est ici qu'ils se retrouvent. Donc c'est aussi ici que nous consultons des malades qui sont ambulatoires, des parturientes, tout ça et les autres. Nous leur consultons et puis nous examinons de l'autre côté, dans l'autre salle. Quels sont les cas particuliers que vous recevez au quotidien et puis rarement? Les cas quotidiens que nous recevons, généralement, c'est lié à l'accouchement. Donc, les cas liés à l'accouchement et les cas rarifiés, ce sont des cas qui sont liés à des complications, n'est-ce pas, par exemple de l'infertilité, ce sont des cas que nous recevons régulièrement à l'hôpital et au service de gynécologie. Ici, nous évoluons, de l'autre côté, c'est le bloc opératoire pour la maternité, le pavillon de la maternité. C'est le bloc opératoire généralement qui est celui-là. Donc nous avons cet élément qui dans cet état nous évoluons. Voilà, donc ça c'est le bloc opératoire. Concernant beaucoup plus les cas d'urgence, par exemple quand nous faisons une césarienne, c'est ici que nous opérons. Et les gens qui ont aussi comment on appelle ça, Peter? Des masses au ventre là. Des myomes. Des myomes, ça c'est. Non, c'est de l'autre côté, au niveau du bloc général. Nous avons le bloc opératoire général de l'autre côté que nous allons peut-être passer pour visiter l'un moment et l'autre. Donc c'est la salle d'accouchement, la salle de césarienne. Mais dès lors que nous sommes débordés, nous avons 2-3 cas. Nous référons les autres malades, n'est-ce pas, de l'autre côté, au niveau du bloc général, pour que nous puissions continuer les interventions qui nécessitent une urgence d'intervention du médecin et de et ça sont les autres bureaux, tout ça de la réanimation, tout ça. Alors, comme je vous disais tantôt, que nous sommes débordés, n'est-ce pas, par des malades, du fait que la densité de la population est au-delà de la capacité d'accueil. Vous voyez? Donc, c'est ça, c'était un couloir que nous mettons de malades, parce que nous recevons des malades, nous ne pouvons pas les laisser. Nous avions fabriqué, au lieu que ce couloir reste vide, nous avions y ajouté certains lits pour récupérer certains malades, certains malades qui viennent dans les cas d'urgence où ils sont accouchés. Mais avec ça, si jamais quelqu'un était venu pour la malaria et que la personne a attrapé le coronavirus, vous ne pensez pas qu'il y a facilité les contaminations? Alors, ce qui est important, c'est que lorsque le malade arrive à l'hôpital général, dans le contexte du Covid-19, il y a un test rapide qui s'est fait. Lorsque vous avez une suspicion, tous les autres éléments, pour que vous pensiez que vous êtes devant un cas de Covid-19, on alerte. Et directement, il y a une équipe disponible pour passer au test plus rapidement afin de pouvoir extirper le malade ou la malade en question pour qu'il ne reste pas dans les services si longtemps possible et de pouvoir contaminer les autres. Mais dans le contexte du Covid-19, nous savons déjà que les autres mesures nous devons respecter pour que nous évitions un peu trop de contamination au sein de la population. Alors ici, ça c'est une salle d'accouchement, c'est une salle d'hospitalisation. Vous voyez les quelques malades qui sont là. C'est une salle d'hospitalisation, c'est une accouchée par césarienne qui se prépare pour, je crois, quitter l'hôpital. Elle va bien au hôpital, elle vient bien. Moi, je bosse. Oh, moi, je bosse. Yo le mama naye? Kumba mwana naye? Daniela mubali. Obote sami kwa obote. Tipo nzoto zoyo kandenge. Bakisi no sommeil. Courage, hein? Bonne chance là, bébé Daniel. Voilà, ça c'est ce que je vous disais. C'est une salle
une salle d'hospitalisation. Et puis, de l'autre côté, c'est le pavillon aussi, n'est-ce pas, d'hospitalisation. Ça, c'est l'horaire de visite. Ça, ce que vous voyez là, c'est l'horaire de visite. Donc, c'est ce qui fait que nous puissions limiter, comme c'est un couloir, c'est un pavillon, nous puissions limiter, n'est-ce pas, des visites excessives. Donc, c'est à partir de là. Donc, ça, c'est le grand pavillon de la maternité. Toujours pour les femmes qui ont accouché par césarienne ou confondu? C'est confondu. Donc, nous n'avons pas séparé à ce niveau ici. Parmi les dames que vous voyez là, il y a certaines qui ont accouché par césarienne et les autres aussi ont accouché par voie basse. Voilà, donc elles sont confondues à ce niveau-là. Mais généralement, ici, nous réservons beaucoup plus aux dames qui ont accouché par. Vous voyez sur les lits, presque chaque maman, n'est-ce pas, a un bébé à côté. Voilà, donc c'est ça le pavillon, le grand pavillon de la maternité de l'hôpital général. Et voilà, lorsqu'on est débordé, quand on est débordé par des malades, c'est là où nous avons des difficultés à mettre, parce que c'est ce qui est important. Par rapport à la densité de la population, la ville-province ne pouvait pas avoir un seul hôpital général. La ville-province pouvait avoir plus de 4 hôpitaux. C'est pas pour essayer de désengorger les malades. Alors quand vous avez un seul hôpital pour toute la population, y compris la périphérie, qui préfèrent venir là où il y a de médecins et encore un soignant important. Donc ça, au moins, nous arrivons à un certain moment à être débordés, n'est-ce pas, par des cas qui viennent de par-ci par-là. Voilà un peu la plus grande difficulté, c'est à ce niveau-là. Et les autres, sur le plan administratif, ça, sur le côté médecin directeur qui pourra vous en parler. Merci en tout cas pour toutes ces informations, pour tous ces détails. Accouchement, l'équipe vient. Encore un bon support. Ça, 1 mois. Mais où met le poids? Merci beaucoup. C'est beau, ça ici. Qu'est-ce qui peut causer des infections? Il y a beaucoup de conditions. Les conditions d'infection, c'est que la malade elle-même peut aussi être un champ d'infection. C'est que lorsque l'hygiène post-op n'est pas beaucoup plus élevée, n'est-ce pas? Donc on peut justement tomber dans des cas d'infection pariétale où nous prenons en charge régulièrement jusqu'à ce que le malade puisse se rétablir et quitter l'hôpital. Mais aussi, certains problèmes sont liés simplement du germe circulant de l'hôpital. Parce que aussi, nous avons des germes nosocomiens. Lorsque le malade est hospitalisé, partout ailleurs, vous allez faire remarque qu'il y a des germes qui peuvent circuler jusqu'à ce que le malade soit infecté. Mais les autres qui sont liés au matériel, à la stérilisation, là, c'est à ce point-là nous mettons, n'est-ce pas, l'assurance de pouvoir bien stériliser nos matériels, de pouvoir contrôler la chaîne. Généralement, la chaîne de stérilisation est contrôlée. Dès lors que nous nous rassurons que la chaîne de stérilisation est contrôlée, à ce moment-là, nous recherchons les causes de l'infection. Et généralement, nous tombons sur les conditions socio-économiques qui n'est pas trop élevées, qui parce que, bon, vous aurez une parturiente qui n'a qu'un seul pain, tout ça tout autour de lui, le linge, donc la lingerie s'est réduite. Dans ce niveau-là, il faut faire le nécessaire pour que votre malade ou votre parturiente ne tombe pas, n'est-ce pas, du côté d'une infection paritale ou à post-césarienne ou même à post-partum. Voilà, nous relevons tous ces éléments-là et nous prenons en charge tout le monde. Est-ce qu'au ministre national de la Santé, vous avez le temps de tout expliquer comme c'est le cas? Pardon? Au ministre de la Santé nationale, oui, qui était de passage ici, vous avez eu le temps de tout lui expliquer comme c'est le cas aujourd'hui? Si, le ministre de la Santé a été chez nous, à l'hôpital général. Nous avons eu à relever des difficultés que nous traversons, les mêmes difficultés que nous avons ici, n'est-ce pas? Des difficultés liées à l'espace, n'est-ce pas, liées à la capacité de l'hôpital, liées à son accueil, liées au renouvellement, n'est-ce pas, des matériels, des difficultés liées, n'est-ce pas, par exemple, à la prise en charge, n'est-ce pas, de corps soignants, et aussi des difficultés liées à pouvoir avoir l'accès en termes de nos corps soignants, de pouvoir avoir l'accès en termes de spécialisation. Tous ces éléments-là ont été
informés auprès de la hiérarchie afin de pouvoir nous aider. Voilà. Si demain nous avons des spécialistes, c'est la population qui s'enrichira. Donc ça, tous ces éléments, je pense que ont été communiqués. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, je pense que c'était le pavillon que nous devions vous montrer. D'accord. Mais bon, après, une vue de l'extérieur des autres pavillons, pas forcément en fait parce que tu vois que